Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, 12e épisode, mais deuxième épisode qui va ressembler un petit peu au numéro 10 que j'ai fait, c'est-à-dire un épisode dans lequel je te parle de mes propres expériences, d'un petit passage de mon passé, de ma vie, mais surtout de ce que j'en ai appris, de comment est-ce que ça me sert encore aujourd'hui et par extension, comment est-ce que toi, j'espère que ça peut te servir également. Parce que voilà, j'ai fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Ce qui est bien, c'est qu'on en apprend beaucoup, mais on peut aussi beaucoup apprendre des erreurs des autres, sans pour autant y perdre dans l'histoire, au contraire. On peut y gagner pas mal de temps, d'efforts et d'économies à différents niveaux. Donc c'est un petit peu le but de ce genre d'épisode. Et dans celui-ci, je vais te parler de comment ma façon de voir les choses peut concrètement aider à tout de même en tirer un maximum lorsque ces choses et ces situations ne nous plaisent pas. Quand on est contraint de faire quelque chose, quand on a des obligations, quand on doit faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire mais qu'il faut bien qu'on le fasse parce qu'on n'a pas le choix. Comment est-ce qu'on peut en tirer le meilleur parti? Comment est-ce que moi j'ai complètement subi certaines périodes de ma vie, ce genre de situation, jusqu'au moment où tout a changé, où je me suis dit qu'en fait, il y avait une autre façon de procéder et à partir de là, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc je vais te raconter tout cela dans cet épisode. Petite annonce juste avant, on se rapproche de la fin de l'année. Il est censé y avoir un épisode le 24 et le 31 décembre. C'est pas les meilleurs jours pour sortir un podcast, mais bon, on va faire le taf. Et l'un de ces deux épisodes, je voulais faire un petit épisode vacances bonus dans lequel je répondrai à plusieurs des questions orales que j'ai déjà reçues, des questions qui sont en rapport avec les épisodes précédents pour la grande majorité. Si tu veux potentiellement que je réponde à la tienne, tu peux me l'envoyer le plus vite possible. Enfin, plus vite tu me l'envoies, plus il y a de chances que je puisse l'avoir avant d'enregistrer ce prochain épisode. Tu peux me poser ta question par oral, enregistré sur ericflack.com/podcast. Il y a un petit outil dans lequel tu peux enregistrer une question d'1 minute 30 et j'en ai déjà plusieurs, je vais y répondre bientôt. Et si c'est pas dans cet épisode spécial, ça sera à la fin d'un prochain épisode. D'ailleurs, je parle d'épisode, il y a eu un deuxième épisode bonus cette semaine de podcast parce que ma dernière vidéo YouTube, qui est sortie il y a quelques jours, est en fait un podcast vidéo. J'ai fait en vidéo parce que le sujet pouvait bien marcher, tu vois, hein, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en vidéo plutôt qu'en podcast. Et dedans, je parle de mon expérience végétarienne depuis 2 ans. Enfin, végétarienne. Pas complètement végétarienne si j'en crois les commentaires que j'ai reçus bien sûr et je le savais, enfin quoi qu'il en soit, si tu veux avoir mon ressenti, mes bilans physiques, sportifs, alimentaires, social et psychologiques, j'en parle dans cette vidéo sur ma chaîne. Voilà, ce n'est pas le sujet de cet épisode-ci, on va commencer tout de suite. Dans l'épisode 10, j'ai parlé du déclic qui a créé une grande confiance en moi et dans celui-ci, j'aimerais parler en quelque sorte d'un autre déclic que j'ai eu, qui s'est d'ailleurs passé dans l'intervalle de ce que j'ai dit dans cet épisode numéro 10. Bon, l'intervalle était assez grand, hein. Il partait de ma naissance et il allait jusqu'à la fin de moi qui ai compris comment m'entraîner correctement et avoir enfin les résultats physiques que je voulais. Et bien celui-ci, ce deuxième déclic, s'est produit dans cet intervalle. Il s'est produit d'ailleurs juste avant que je commence à m'entraîner correctement et que je commence à voir les résultats que je cherchais. Donc c'était vraiment un moment assez charnière dans ma vie, hein. J'ai eu plusieurs grandes révélations comme ça au même moment, faut croire. Techniquement, concrètement, ça s'est passé quand j'avais 22 ans. Entre 2013 et 2014. Mais à nouveau, pour comprendre un petit peu tout ça, pour poser le décor, tu vois, je veux te parler de 2 périodes spéciales dans ma vie. Et la première, il faut que je retourne en arrière du coup, parce que je t'ai dit en intro que j'avais subi pendant longtemps certaines parties de ma vie. Là, je vais te parler de la plus grosse période de subissement dont je me souvienne, l'école. Et oui, l'école. Et autant, j'ai déjà rapidement parlé du fait que pendant le collège, c'est-à-dire avant le lycée, ce que je subissais, c'était surtout les autres enfants. Hein. Oui, aujourd'hui, je les vois comme des enfants. À l'époque, je les voyais pas vraiment comme des enfants, je les voyais plutôt comme des petites créatures cruelles. Mais pendant le lycée, j'ai surtout parlé du lycée parce que pendant le lycée, c'était le système en lui-même qui m'a vraiment posé problème. C'était tout le cadre qui nous était imposé là-dedans en termes de cours, en termes des matières qu'on devait apprendre, en termes de... on avait extrêmement peu de choix. Alors nous, en tout cas, en Suisse, au lycée,
eh bien on peut choisir une branche. Il y a une branche qui est à choix, on peut choisir une option spécifique, et puis là tu peux choisir maths, physique, économie, musique, plein de choses comme ça, mais tout le reste, bah voilà, t'as pas le choix, t'as pas le choix, et je pense que c'est comme ça à peu près partout. Et pour t'en dire un petit peu plus à propos de moi, parce que là on parle de Eric qui a entre 16 et 19 ans, quelque chose comme ça, entre 15 et 19 ans, j'ai toujours eu assez de facilité à l'école, mais voilà, seulement dans certaines matières et dans certaines choses, celles qui m'intéressaient. Ah, bizarrement, bizarrement, j'étais meilleur dans ce qui m'intéressait. C'est complètement fou comme concept. Alors que du coup, pour d'autres matières, eh bien, c'est là qu'il y a eu un gros problème. C'est là que j'ai dû subir, que je me suis contraint à subir. En tout cas, je refusais catégoriquement d'apprendre certaines choses. Parce que je sais, même aujourd'hui, ça reste relativement un mystère mental pour moi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, ça me semble invraisemblable. Mais voilà, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. J'avais décidé que je refusais d'apprendre en conséquence parce que j'avais pas envie. Voilà, alors pour poser encore un petit peu plus le contexte de ma personnalité de l'époque, voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très très nonchalant, vraiment, j'étais un petit peu dans le mood balèque, je m'en foutiste comme ça, tu vois, j'avais rien envie, enfin, tout ce qui me plaisait pas un petit peu, je le faisais pas, ou alors je faisais vraiment le minimum, et pas plus, parce que voilà, j'avais pas envie, j'étais quelqu'un qui était très, voilà, je savais ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et j'aimais pas énormément de choses. Alors bien sûr, pour les choses que j'aimais bien, je m'en sortais bien, les quelques matières que j'aimais bien, ça allait bien. Jouer aux jeux vidéo, ça, je m'en sortais extrêmement bien. Ah, j'étais très fort aux jeux vidéo parce que j'adorais ça et que j'y passais du coup la majeure partie de mon temps. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet, en plus j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, comme je disais, c'était pas un manque de capacité de ma part de rater, de ne pas réussir, parce que concrètement j'ai raté certaines matières avec brio, hein, tu vois là où je veux en venir. C'est pas un manque de capacité, parce que bon, j'arrivais très bien à comprendre le reste. Aujourd'hui j'ai du mal à comprendre pourquoi c'était comme ça. Aujourd'hui même, ça m'intéresserait, ces matières qui me posaient tant de problèmes aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit inaccessible, je pense que j'avais les capacités intellectuelles, concrètement, mais c'était vraiment un blocage psychologique que je m'étais mis. Du coup, les mathématiques, franchement, ça, j'ai toujours beaucoup aimé les maths, hein, ça me plaît, j'aime bien les chiffres, j'aime bien l'algèbre, ce genre de choses. L'anglais aussi, j'aimais beaucoup, hein, vraiment l'anglais, ça m'a beaucoup plu, j'ai pris des cours quand j'étais tout petit, ma mère m'avait fait prendre des cours d'anglais dans un cadre très sympathique, c'était une amie à elle qui était prof d'anglais et qui réunissait tous les petits enfants comme moi du village et qui leur donnait des biscuits en leur faisant apprendre quelques mots d'anglais. Je sais pas, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu, tout comme le fait que je commençais à télécharger des séries et des trucs en anglais à l'époque et que je voulais comprendre et que je lisais les sous-titres en français. Enfin bref, l'anglais j'ai toujours beaucoup aimé, il n'y avait pas de problème. Ça faisait partie des branches que j'aimais bien, maths et anglais. Français, biologie, économie, ça, c'était le genre de branche, vraiment, voilà, c'était super moyen, ça m'intéressait qu'à moitié. Je faisais le minimum, mais ça fonctionnait, je me laissais un petit peu de marge, voilà, ça allait bien, j'avais la moyenne, tout allait bien. Et là où ça coinçait vraiment, c'était l'allemand et la physique. Alors vraiment, c'est marrant, hein. Autant les maths j'aimais, autant la physique, c'était la catastrophe. Et alors l'allemand, c'était encore pire. L'allemand, je refusais d'apprendre, hein. Je refusais complètement d'apprendre ce qui me semblait incompréhensible et même, tu vois, j'ai envie de dire, ça me semblait indigne de mon temps. Alors que purée, qu'est-ce que j'en faisais de mon temps à l'époque, c'est un truc de fou. Vraiment, la grammaire, j'avais du mal avec la grammaire. D'ailleurs, aujourd'hui même, je ne la comprends toujours pas, je ne la sais toujours pas. C'est un truc de fou, hein, parce que l'allemand, c'est la première langue qu'on apprend à l'école en Suisse, parce qu'en Suisse, on a plusieurs langues nationales. L'allemand est la langue la plus représentée, parce que le suisse-allemand, les Suisses-allemands sont majoritaires, hein, contrairement aux Suisses francophones ou aux Suisses italophones, typiquement. Et moi, j'ai eu 8 ou 9 ans d'allemand à l'école. On a essayé de m'apprendre l'allemand pendant 8 ou 9 ans à l'école, et aujourd'hui, je m'en sors avec un peu de vocabulaire, et puis des phrases bateau. Donc, que dalle, vraiment rien du tout. Pourquoi ? Parce que du début à la fin, je me suis dit, c'est pas possible, c'est absolument incroyable, cette grammaire horrible avec des der, di, das, il y a tellement de règles, de trucs de fou, alors que le français, ça me semblait facile. Bah évidemment, vu que je l'avais appris à la naissance, forcément ça semble facile, alors qu'en fait le français, ça a l'air vachement compliqué quand tu regardes un petit peu plus. Et surtout, j'avais l'anglais. L'anglais, il y a un déterminant, les adjectifs sont invariables, c'est tellement plus facile, je trouvais ça tellement aberrant qu'on puisse avoir créé une langue aussi compliquée que je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, moi, l'allemand, je m'en fous. Du coup, vu que j'ai horreur de
ça, j'ai rien envie d'avoir à faire avec l'allemand plus tard professionnellement, donc je veux pas l'apprendre. Donc comment est-ce que je faisais? J'ai une très bonne mémoire, j'ai toujours une très bonne mémoire, ce qui m'a beaucoup servi dans mes études, autant au lycée qu'à l'université, ça on pourra en reparler, mais du coup j'apprenais le vocabulaire par cœur, ça j'y arrivais sans chercher à vraiment le comprendre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me souviens de pas mal de mots de vocabulaire qui me reviennent, et quand j'entends un mot, parfois je sais ce que c'est, alors que je pourrais jamais te le placer dans une phrase, tu vois, parce que c'est uniquement, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est apprendre le voc. Donc j'avais des bonnes notes au test de voc, j'avais des très mauvaises notes au test concret qui essayait de t'apprendre à parler, hein, parce que tu es obligé d'utiliser la grammaire pour parler. Et la moyenne faisait que j'étais pas bien, j'étais juste en dessous de la moyenne quasiment tout le temps, et puis au final je savais même pas faire une phrase, quoi. Quant à la physique, eh bien je sais pas non plus, je crois que là, plus qu'un refus d'apprendre, en fait je m'étais convaincu dès le départ que c'était trop difficile pour moi, que je pourrais pas comprendre, que ces formules très bizarres de relativité, alors que tu vois, je te parle de relativité, c'est dire ce que j'en ai retenu, tu vois, parce que je suis sûr et certain qu'on n'a pas appris la relativité, mais des trucs bien plus basiques que ça, et j'avais juste l'impression que c'était pas possible, qu'en fait je ne pourrais pas comprendre, que c'était comme les maths, sauf que je comprenais pas, et que les maths, j'avais l'impression que si ça ne vient pas naturellement, ça va être ça va être beaucoup plus dur en fait, parce qu'une fois que tu comprends un peu un système, tu peux le réappliquer en maths, alors qu'en physique c'est sûrement la même chose, mais ouais, bref, j'y comprenais rien. Le prof ne m'aimait pas du tout en physique, et il avait bien raison de pas m'aimer, je pense, clairement, a posteriori aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'aimait pas. À l'époque, c'était vraiment au moment où je commençais tout juste aussi vers la fin, juste avant l'examen final, je commençais à m'intéresser beaucoup au fitness et je commençais à aller m'entraîner, j'avais 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, et j'allais beaucoup m'entraîner au fitness, et pour la petite anecdote, mon prof de physique allait également au fitness et il allait dans le même fitness. Et une ou deux fois, je l'ai vu de loin, enfin tu vois, j'allais pas checker mon prof de physique au fitness, bien sûr. En plus, j'étais vaguement en train de me dire, ouais, toi t'es fort en physique, moi je suis meilleur en fitness. Alors qu'on était les deux extrêmement nuls en fitness, il n'y avait aucun doute. Alors voilà, lui, il était pas, ça se voyait pas plus que moi qu'il allait au fitness, tu vois, concrètement. Donc il devait être à peu près au même stade d'expérience que moi là-dedans. Ce qui n'empêche, si je te raconte ça, c'est parce encore une fois, hein, j'étais au fond de la classe en train de faire beaucoup de bruit avec mon pote en physique, a pas écouté, et le prof a pété un câble, et il nous a affiché, mais un truc de fou devant toute la classe. Là, ça m'a calmé un petit peu. Vraiment, il nous a crié dessus pendant au moins 5 minutes. Et vraiment, il disait des trucs du genre vous avez rien à foutre dans ma classe, vous avez pas envie d'apprendre, retournez au fitness, qu'est-ce que vous foutez là, je me souviens vraiment de cette phrase, retournez au fitness, etc. Parce qu'il avait vu qu'on allait, avec mon pote, on allait dans ce fitness, et que voilà, lui, il a dû nous catégoriser comme des mecs qui n'ont rien à faire dans sa classe, et puis je comprends, parce que peut-être qu'on n'avait effectivement rien à y faire. Bref, ça c'était pour la petite anecdote du cours de physique. Je me suis un peu calmé, après j'ai arrêté de parler trop fort, parce que c'est vrai que on avait l'air un peu de teubé devant tout le monde, hein, mine de rien. C'est voilà. Après, forcément, à cette époque, tu dis ouais, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Enfin bref. Ensuite, ça c'était vers la fin de mon cursus. À la fin, il y a eu l'examen. Donc je me suis présenté aux examens. J'avais tout juste pas la moyenne en allemand et en physique, ou alors tout juste, je me souviens plus, parce que certains examens d'apprentissage par cœur et tout m'avaient sauvé. Mais alors l'examen, les examens d'allemand et de physique, c'était le plus gros moment de solitude de ma vie, hein, encore aujourd'hui. Je me suis présenté à l'examen d'allemand, alors qu'il y avait un livre qu'il fallait avoir lu, et j'avais pas lu le livre. Je me suis dit, tiens, je vais regarder vite fait le film. J'ai regardé le film qui, en fait, était une adaptation un petit peu bizarre. Il manquait évidemment 15 000 trucs. Hein. Tu regardes le film d'Harry Potter, il n'y a pas toutes les références, tous les trucs. Je me suis retrouvé avec un passage du livre que j'avais aucune idée de ce que c'était. Enfin bref, je me suis retrouvé devant la prof, je savais absolument pas quoi dire. L'oral d'allemand, c'était... Alors la prof était très gentille, mais purée, j'ai eu 2. J'ai eu 2 sur 6. 2 sur 6, l'équivalent français, ça serait, je sais pas, j'ai eu 5, quoi. 5 sur 20, 4 sur 20, quelque chose comme ça. Et en physique, la physique, j'ai eu 1. J'ai eu 1 sur 6 en physique. Et pour avoir 1, normalement, ça veut dire qu'il faut rendre feuille blanche. Ça veut dire que tu rends ton examen, t'as rien écrit dessus. Alors en France, je sais pas combien vous avez, si vous faites ça, vous avez peut-être 0, vous avez peut-être 1, vous avez peut-être 2. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en physique, je me suis retrouvé devant le prof et il m'a démonté de fou, parce que j'avais des concepts à expliquer à l'oral.
que manifestement j'ai dit n'importe quoi. Je devais expliquer la force de la place, je crois, et puis expliquer ce que c'était qu'un système isolé. Et même aujourd'hui, je sais ce que c'est qu'un système isolé, et j'aurais probablement pu récupérer quelques points, parce que j'ai dû apprendre, mine de rien, après coup, mais c'était un truc de fou. Alors, est-ce que j'en ai souffert à l'époque de tout ça? Concrètement, pas vraiment. J'ai pas souffert de l'allemand et de la physique pour réussir. Parce que, bon, j'ai redoublé ma dernière année de lycée, et ça, c'était pour une autre raison que mes mauvaises notes, parce que, vu que j'étais quelqu'un d'extrêmement nonchalant, mais quand il fallait faire le minimum, normalement, je faisais le minimum et ça passait. Et donc, en termes de notes, en termes de moyenne générale, etc., eh bien, ça devait fonctionner. Ça fonctionnait du coup, sauf que j'ai redoublé ma dernière année, non pas à cause d'un manque de capacité, mais surtout à cause de cette nonchalance et d'un biais vers le présent extrême qui m'empêchait de réaliser les conséquences importantes dans le futur de mes actes. Je n'accordais aucune importance à ce qui pouvait se passer plus tard. Tout ce que je voulais faire, c'était aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant qui me plaît le plus? On s'en fout de ce que ça veut dire pour demain, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans. Et ça, c'est pas des exemples complètement pris au hasard, je vais te raconter ça juste après. Bref, quoi qu'il en soit, on devait faire un gros travail, ça s'appelait un travail de maturité. C'était un gros papier où on devait choisir un sujet de 50 à 70 pages à la fin de notre lycée. On l'a fait, et à l'époque, si tu ratais ce papier, tu redoublais, en fait, concrètement. Sauf que personne ne ratait ce papier, parce que les conséquences étaient extrêmement importantes. C'est-à-dire que si tu ratais ça, même si tu avais la meilleure moyenne de tout le lycée, eh ben tu redoublais si tu ratais ce truc. Et donc, tu redoublais pas, tu ratais pas. Les profs te faisaient pas rater, ils te disaient, ok, tu changes ça, et au pire, tu te retrouvais avec tout juste quelque chose de correct. Mais mon pote et moi, le même avec lequel, mon meilleur pote, d'ailleurs, c'est toujours mon meilleur pote aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années qu'on est ensemble, tu vois, qu'on se connaît, on continue aujourd'hui encore de jouer parfois aux jeux vidéo comme on faisait tout le temps à l'époque, pour se rappeler le bon vieux temps. Mais mon pote et moi, on avait fait ça ensemble, et voilà, on passait notre temps à jouer aux jeux vidéo, on a pondu un truc de 60 pages apparemment médiocre, et en plus, on est tombé sur des profs extrêmement stricts et sévères qui nous ont pas particulièrement aimés, je suppose notamment un, et on s'est retrouvés à redoubler. On a reçu, on n'y croyait pas, jusqu'à ce qu'on aille présenter notre papier tout à la fin, parce qu'il faut faire une petite défense orale, et puis à la fin, les profs nous ont dit, non, c'est nul. Désolé, c'est nul. On se souvenait, sûrement qu'ils nous avaient déjà dit avant que c'était nul. Enfin bref, la faute c'était la nôtre, il n'y a aucun doute là-dedans. Ça devait vraiment être nul. D'ailleurs, on l'a perdu ce papier, c'est dommage. J'aimerais bien pouvoir le relire aujourd'hui, ça doit être assez drôle. Mais on est rentré chez nous ce jour-là et on savait qu'on allait redoubler. Et en plus, c'était au milieu de la dernière année. Au milieu de la dernière année, on était au courant qu'on allait redoubler cette année, tu vois. Un truc de fou, je te raconte pas à quel point les 6 mois qui ont suivi, avant qu'on puisse enfin redoubler, on n'a rien foutu, on a vraiment rien branlé, c'est pas pour dire, c'est pas une exagération quand je dis ça. On jouait aux jeux vidéo en cours. Au fond de la classe, on jouait à nos jeux vidéo et les profs nous laissaient. Pourquoi? Au bout d'un moment, ils nous laissaient parce qu'ils savaient, ils connaissaient notre situation, ils savaient qu'on était, on était les seuls à avoir réussi à rater ce papier bidon, quoi. On était les seuls à avoir réussi ça. Et du coup, on redoublait et tout le monde s'est rendu compte que le système était un petit peu bizarre, peut-être. Peut-être que ça te choque un tout petit peu d'entendre ça, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que 1 ou 2 ans après, ils ont changé le système. Peut-être que nous, on a servi d'exemple, je sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une note que tu reçois pour ce papier et cette note vient participer à toutes les autres notes que tu reçois pendant l'année. Et donc, c'est pas un oui ou un non, tu vois, c'est juste une moyenne encore plus générale qui te permet, même si tu as une très mauvaise note, eh bien tu peux te rattraper avec le reste. Ce qui semble assez logique, tu vois, mais le système était ce qu'il était. Alors concrètement, avoir redoublé, je ne l'ai jamais regretté. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de redoubler. Je suis très content parce que j'étais en retard dans ma tête, j'étais en retard avec tout le monde. On a redoublé la dernière année avec mon pote, ce qui nous a rendu un petit peu plus âgés que tous les autres, concrètement. Ce qui nous a donné un peu plus confiance en nous. On a pu trouver nos premières copines, enfin tu vois, à 18 ans, 19 ans. C'était pas trop tard quand même, je trouve. Donc non, très content d'avoir redoublé. Clairement, j'aurais presque tendance à recommander pour les personnes qui étaient dans une situation de maturité concrètement similaire à la mienne, c'est-à-dire extrêmement basse. Donc voilà, après, en dehors de ça, aujourd'hui, je trouve ça évidemment un petit peu dommage de
de ne rien avoir sorti de ces 8 ans d'allemand, de tout ce que l'école était censée m'apprendre. Aujourd'hui, ça m'intéresserait d'apprendre, de savoir ça. J'adorerais pouvoir parler allemand. Évidemment que si je le reprenais sérieusement, je pense que je pourrais m'en sortir plus vite grâce à ma mémoire et aux trucs que j'avais quand même dû vaguement apprendre à l'époque. Mais voilà, ce qui me fait remarquer le plus quelque chose aujourd'hui, c'est que en plus de refuser d'apprendre ces choses, c'est pas comme si j'en profitais pour apprendre plus de choses qui m'intéressaient. Hein, les maths et tout ça, je faisais le minimum. Je voyais quand même ça comme une obligation, même si ça me plaisait. J'étais pas là en mode le soir, ah non, je veux pas faire de l'allemand, je veux faire des maths. Bah non, tu vois, je faisais un peu de fitness et beaucoup de jeux vidéo. Donc en fait, j'ai vraiment très peu tiré parti de cette période pendant laquelle j'étais obligé de faire tellement de choses qui ne me plaisaient pas. Et au final, j'ai juste perdu mon temps concrètement. Alors, est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est horrible de perdre son temps quand on a 16 ans? Non, je pense que c'est plutôt la moyenne. Hein. Je pense que c'est plutôt la généralité. Mais ouais, je trouvais ça intéressant parce que quand je pensais à vraiment une période où j'ai vraiment subi, je me souviens très bien de ces matières, de ces cours. Hein. Je parle de chaque cours où il fallait aller, il fallait écouter, il fallait se faire prendre des remarques devant toute la classe comme quoi on suivait pas, comme quoi on était nul aussi, hein, parce que quand on me posait une question, je comprenais rien. Si le prof de physique voulait m'afficher en me demandant quelque chose, je savais pas, j'avais l'air un peu con. Après, c'était pas de la pure méchanceté de sa part, hein, honnêtement. Je n'en veux absolument pas, je pense que je devais être chiant, hein. Concrètement, je devais vraiment être pénible. Évidemment que si je parlais au fond de la classe, tu me demandes de répondre à la question, j'y arrive pas, comme ça me calme un petit peu. Bref, tout s'est bien passé au final, mais je te parlais de mon biais vers le présent à l'époque. Biais vers le présent, concrètement, c'est que tu veux toujours repousser au plus tard. En fait, non, c'est pas ça. C'est que les événements qui arrivent dans le futur, tu les prends extrêmement moins en considération que ce qui va arriver maintenant. Plus un événement est éloigné dans le futur, moins tu y accordes d'importance dans tes décisions. Et le mien était énorme, ce qui veut dire que quand quelque chose se passait dans très longtemps, je prenais même pas en considération. Par exemple, je préférerais avoir un exemple très clash de ça, et un exemple que j'ai dû apprendre en cours, du coup, c'est est-ce que tu préfères avoir 20 francs aujourd'hui, est-ce que tu préfères avoir 20 € aujourd'hui, ou bien 50 € dans 5 jours? Eh bien moi, j'aurais peut-être choisi les 20 € aujourd'hui plutôt que d'attendre 5 jours, tu vois. C'est dire à quel point ça a moins de valeur ce qu'il y a dans le futur. Et si je te raconte ça, c'est parce que la plus belle occasion, la plus belle représentation de ce biais vers le présent s'est passée à peu près à ce moment-là, vers 18 ou 19 ans. Alors, je vais te parler de l'armée en Suisse. En Suisse, tous les hommes sont obligés de servir leur pays. Alors, on peut le faire de deux façons. On peut soit faire le service militaire obligatoire, et là, on fait quelque chose comme 9 mois de service militaire de suite. Soit on peut éventuellement faire le service civil. C'est en fait quelque chose où tu ne portes pas d'armes. C'est parce que tu refuses, tu as un cas de conscience. Tu ne veux pas porter d'armes, et là, tu vas travailler dans des hôpitaux, dans des œuvres des œuvres sociales, etc. Et par contre, en échange de ça, qui est une concession, tu ne pourras pas défendre ton pays efficacement, tu dois faire 1 fois et demie plus longtemps ton service, et donc tu dois faire 13 mois. Tu vois, en France, je ne crois pas du tout que vous ayez ce genre de choses, vous avez une armée professionnelle, du coup, tu te rends peut-être pas forcément compte, mais nous, on sait qu'on va devoir passer une dizaine de mois de notre vie à faire un truc qui n'a rien à voir pour la grande majeure partie des personnes, parce que quasiment personne n'a envie de se professionnaliser dans l'armée parmi l'entièreté de la population masculine. Eh bien, on sait qu'on va passer une bonne partie, un bon moment de notre jeunesse à faire ça, et que c'est obligatoire. L'astuce, là-dedans, c'est que moi, j'ai la double nationalité. Je suis suisse et français. Ma mère est française. Et il y a une petite astuce quand tu es français et suisse pour échapper au service militaire en Suisse obligatoire. En fait, ce que tu peux décider, c'est de faire le service militaire en France. Tu peux faire le service militaire en France quand tu es français et suisse. Même si on t'appelle en Suisse, on te dit « Monsieur, vous êtes suisse, venez ». Eh bien, moi, je peux dire « Non, je suis français, du coup, je vais aller le faire en France ». Et qu'est-ce que ça veut dire faire le service militaire en France? En fait, ça veut dire aller à 2 jours ou 1 journée, je crois. Tu dois aller à 1 journée quelque part pour faire une petite journée d'introduction du truc, du programme de l'armée française, qui est une armée professionnelle, du coup. Tu fais 1 journée là-bas. Tu reviens en Suisse avec le papier comme quoi tu as été faire 1 journée là-bas, et ils te disent, et tu leur montres et tu leur dis « Ok, j'ai fait mon service en France, j'ai pas besoin de le faire en Suisse ». Et les Suisses te disent « Ok, très bien, vous êtes français, vous avez été faire ça en France, pas de problème, on vous embête plus ». C'est-à-dire que si tu vas faire 1 journée en France où on te parle de l'armée pendant 1 journée, tu peux économiser
9 mois 9 mois, H24, en plus c'est l'internat, hein, le service militaire, c'est tu dors toute la semaine là-bas, tu rentres le samedi matin, tu repars le dimanche soir, tu passes ta vie, tu t'es complètement coupé de ta vie pendant 9 mois et tu pars, Et tu te doutes entièrement, là où je veux en venir, c'est que Eric, le petit Eric, nonchalant, insouciant, qui ne pense qu'à maintenant, quand il avait 18 ans, eh bien il a reçu une lettre de l'armée suisse, il a reçu quelque chose. Mes parents savent que je suis français, bien entendu, ils sont au courant, tu vois, ils m'ont dit, Eric, si tu vas faire une journée en France, si tu téléphones, tu te renseignes un tout petit peu de là où il faut que tu ailles pour faire cela, eh bien tu n'auras pas à faire ton armée suisse. Sauf que le gros problème là-dedans, c'est pas que je devais choisir aujourd'hui entre aller faire une journée en Suisse ou bien partir 9 mois. En fait, aujourd'hui, ce que je devais choisir, parce qu'en fait, pour aller faire ça en France, tu devais le faire avant tes 18 ou tes 20 ans, tu vois. Tu étais obligé d'aller faire cette journée en France avant tes 18 ans pour ne pas être obligé de faire l'armée en Suisse. Le problème, à mon niveau, c'est que l'armée en Suisse, en fait, elle commençait à 20, 21 ans et puis tu peux la repousser si tu es aux études, comme moi. Et du coup, j'avais le choix entre aller faire une journée en France là maintenant, et puis devoir faire un téléphone aujourd'hui et passer une journée de ma vie à 18 ans, ou bien je pouvais me dire ouais, j'ai pas envie en fait d'aller faire là-bas, j'ai pas envie d'aller faire une journée là-bas, ce que je peux faire c'est ouais, en fait, je peux ne pas le faire. Je dois faire ça aujourd'hui, j'en ai pas envie, je le fais pas. De toute façon, l'armée, c'est quoi? C'est dans 3 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans une éternité, tu vois. Pour moi qui n'accordais pas d'importance à ce qui se passait la semaine d'après, à quel moment est-ce que je pouvais conceptualiser dans ma tête que 3 ans, ça allait finir par passer, que 3 ans, j'allais finir par devoir me retrouver à faire ça? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, quand je raconte cette histoire, peut-être même que toi qui l'écoutes, tu te dis la même chose, mais c'est aberrant. C'est aberrant, quelqu'un qui est à ce point-là nonchalant, à ce point-là, qui a un biais, voilà, ce biais était énorme, c'était vraiment, tu me proposes un truc là maintenant, si ça me plaît, je le fais, si ça me plaît pas, je le fais pas, et si ça m'en coûte demain d'avoir fait ce qui me plaît aujourd'hui, eh bien, c'est pas grave, j'assume, non, je sais même pas ce que j'assume, tu vois, enfin bref, je pense que tu m'as cerné, j'ai beaucoup changé depuis, hein, si tu connais un tout petit peu ce que je fais ces dernières années, moi je me connais en tout cas, et je sais que ça a énormément changé, et c'est pas pour le pire, clairement. Donc là où je veux en venir avec tout ça, c'est que ce second déclic dont je veux te parler, parce que là le préambule est extrêmement long, mais bon tu vois, ces épisodes c'est un peu plus du storytelling, ça passe le temps, t'as moins besoin de te concentrer quand tu m'écoutes raconter un peu ma vie, et puis si tu veux vraiment le passage hyper plus sérieux et intelligent, et ben c'est plutôt vers la fin, de l'épisode que je conclue avec le message à retirer de tout ça. Quoi qu'il en soit, j'enchaîne, si je te parle de tout ça, c'est que ce déclic, effectivement, c'était pendant ce fameux service civil. Parce que moi, je l'ai remplacé. J'ai pas fait le service militaire, j'ai fait mon service civil à la place. Et donc, j'ai dû faire 13 mois. 13 mois de ma vie, j'ai dû faire du service civil, c'est-à-dire aller travailler quelque part à 100%, travailler comme n'importe qui concrètement, mais dans un endroit où on est un civiliste. Tu vois, un civiliste, par définition, c'est quelqu'un qui est à moitié, qui est aux 3/4 payé par la Confédération, c'est-à-dire par tous ceux qui payent des impôts, et à 1/4 payé par l'entreprise en elle-même qui engage le civiliste. Ce qui veut dire qu'un civiliste, c'est de la main-d'œuvre extrêmement bon marché pour tous ceux qui ont le droit d'avoir des civilistes, parce que les entreprises privées à but lucratif, évidemment, ne peuvent pas engager de civilistes. Donc, voilà. Et généralement, tu fais pas les 13 mois d'un coup, tu es obligé de faire 6 mois de suite, ce qui s'appelle le service long. Et puis sinon, tu peux faire juste 1 mois par an, si tu arrives à trouver un endroit qui est d'accord de t'embaucher pour seulement 28 jours, parce que tu vois, c'est à chaque fois, souvent tu vas dans des établissements différents, puis s'ils doivent te former un petit peu, ils n'ont pas envie de te former pour que tu partes 3 semaines après. Après, je te rassure, hein, quand tu es concierge, quand tu laves le sol, quand tu fais la grande majorité des activités qu'on te propose en étant civiliste, eh bien, t'as pas besoin d'une énorme formation quand même, hein, on va pas se mentir. Et ça a été le cas pour moi, et là où je veux te parler, c'est que moi, mon service civil, je l'ai fait en 2 fois, et la première fois, j'ai fait 7 mois, que j'ai fait, du coup, entre septembre 2013 et mars 2014. Ça s'est passé pendant une année sabbatique entre mon bachelor à l'université que j'avais terminé et mon master que j'ai repris du coup à la mi-2014. Donc je me suis dit, à la fin de mon bachelor, je me suis dit, tu vois, là, j'avais quoi? J'avais 22, 23 ans. Donc ça faisait, tu vois, les 3 ou 4 ans, que j'avais attendu, que je me suis dit qu'ils n'arriveraient jamais quand j'avais 18 ans, eh bien ils ont fini par me rattraper. Et je me suis rendu compte à 22 ans à quel point j'avais été stupide de ne pas
pas avoir fait cette super journée d'introduction en France 4 ans plus tôt, mais je pouvais plus rien y faire. Maintenant, j'étais obligé, hein. Clairement, je devais servir mon pays, et je l'ai fait concrètement, hein. Clairement, aujourd'hui, j'ai terminé, j'en suis assez content. Mais voilà, du coup, je terminais mon bachelor, je me suis dit, bon, écoute, Eric, tu dois faire ça, c'est pénible, mais t'as pas le choix. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas le faire et tu vas te récompenser par la suite. Donc je me suis pris une année sabbatique entre mon bachelor et mon master en me disant, ok, tu commences par faire 7 mois de service civil, ça sera peut-être bien, t'en sais rien, si ça se trouve ça va pas être si terrible, mais derrière tu vas faire 3 mois à San Diego pour apprendre l'anglais, entre guillemets, parce que l'anglais je le parlais déjà très bien, donc ça voulait juste dire tu vas faire 3 mois à San Diego où tu pourras dépenser l'argent que tu auras gagné pendant les 7 mois de service civil avant, parce qu'on est payé, on est extrêmement sous-payé. C'est vraiment le seuil de pauvreté. Voilà, si t'habites pas chez tes parents quand t'es civiliste, franchement c'est compliqué, hein, je sais pas comment ils font, ceux qui ont pas le choix, bah ils se débrouillent, mais concrètement on est très très mal payé quand on est civiliste. Mais en 7 mois, tu te fais quand même un peu d'argent. Donc je me suis dit, ok, ensuite je pars à San Diego, je fais un voyage linguistique avec une agence et tout, ça m'a coûté une blinde, mais une blinde. J'ai clairement dépensé mes 6 ou 7 mois de salaire en 3 mois à San Diego. Alors après, je regrette pas, mais voilà, c'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Parce que j'ai cherché une affectation pendant mon bachelor, j'ai cherché un établissement qui voulait bien me prendre pendant cette durée, et j'en ai trouvé un. J'ai trouvé une association pour les jeunes enfants et adolescents, qui en fait était une toute petite association qui était à Lausanne, donc la grande ville suisse, pas très loin de là où j'habite. Après, c'est pas une ville énorme, hein, tu vois, mais à mon échelle, c'est une grande ville. Et je suis allé là-bas faire un travail de bureau pendant 7 mois. C'était une petite association, tout était informatisé. C'était un site internet sur lequel les adolescents pouvaient en fait aller poser des questions sur le sexe, sur, tu vois, toutes les questions qu'on n'ose pas demander à ses parents quand on est jeune. Eh bien, cette association, il y avait des psychologues qui répondaient aux questions anonymes des enfants de façon à pouvoir les aider. Et tout ça, c'était géré par 3 personnes. 3 femmes entre 45 et 55 ans, dans un petit bureau dans lequel le petit Eric, qui n'était plus si petit que ça, mine de rien, vu que j'avais 22 ans, a débarqué avec elle là-dedans pendant 7 mois. Et là, clairement, ça a été le drame, vraiment, le drame dans ma vie. C'était la première fois de ma vie que j'avais un vrai rythme de travail professionnel, c'est-à-dire que je travaillais à 100%, que j'étais pas juste aux études, et puis que si jamais, parce qu'à l'université je sortais de l'uni, et à l'uni, ici en tout cas, clairement, si t'as pas envie d'aller en cours, bah tu vas pas en cours, personne va te courir après, tout le monde s'en fout, si tu rates tes examens à la fin, c'est ton problème, mais si t'as pas envie d'aller en cours, t'y vas pas. Et des cours, on n'en a pas 8 heures par jour, tous les jours. Et là, en Suisse, quand tu travailles à 100%, c'est-à-dire quand tu travailles, en fait, tout simplement, c'est 41 à 42 heures par semaine. Donc, c'est 8 heures, 20 tous les jours. Et ça, c'est la loi. C'est comme ça, c'est la base. Nous, c'est 42 heures. Et je devais donc me lever tous les matins à 6h45, tous les jours de la semaine, pour pouvoir aller au travail, faire mes 8h30 de travail plus 1 heure et quelques de pause, ce qui fait que ça me prenait toute la journée, bien évidemment, et qu'il y avait en plus les trajets pour y aller, pour revenir, enfin bref, ça me mangeait toute ma vie, et on m'avait jamais mangé ma vie à ce point-là, sans que je puisse y dire quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte, mais en fait, en fait, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça la vie de beaucoup de personnes. C'est ça la vie de tous ceux qui travaillent, en fait. C'est ça leur vie. Alors derrière, évidemment, si tu apprécies ton travail, c'est mieux. Hein. C'est mieux. Ça permet d'avoir une vie extrêmement cool, j'en suis sûr. Mais si tu n'apprécies pas ton travail, là, je me suis rendu compte, alors non seulement j'aime pas ce que je fais, mais en plus, je fais que ça. C'était un petit peu l'impression que j'avais. En fait, ce que je faisais concrètement, je faisais du travail de bureau dans cette association, donc j'avais un petit bureau à moi, et vu que j'étais civiliste, par définition, j'étais un peu l'homme à tout faire, hein, tu vois. Déjà, j'étais le seul homme à ce niveau-là, donc j'avais pas énormément voilà, enfin mes collègues, elles étaient très gentilles, tu vois, mais bon, c'était des femmes plus âgées que moi, enfin on partageait pas exactement les mêmes passions non plus, ce qu'on peut comprendre, donc j'avais pas un super bon pote ou plein de gens, je voyais toujours les 3 mêmes personnes au travail, et puis sinon ce que je faisais c'était tout et n'importe quoi, je faisais de la compta, des petites tâches administratives, je rédigeais les PV, tu sais le PV c'est le procès verbal, c'est quand on faisait des réunions de groupe, et moi j'écrivais tout ce qu'on a raconté, et puis comme ça il y avait une trace écrite de tout ça, j'allais faire les courses, je devais faire des envois, alors tu vois, vu qu'on était une association et qu'on avait besoin d'argent, en fait j'avais l'impression clairement que mon job, plus surtout celui d'une personne et demie dans cette association, c'était simplement d'aller démarcher de l'argent. C'était en fait aller faire des lettres, faire des emails, constamment passer toute notre journée à demander de l'argent à tout le monde pour pouvoir payer les salaires de tout le monde. En fait,
le travail là-dedans, j'avais l'impression c'était tu travailles uniquement pour essayer de trouver de l'argent pour ton salaire. Sachant que l'association derrière, elle tourne un petit peu à côté, tu vois. Mais en fait, tu es juste en train d'essayer de chercher de l'argent pour ton salaire. Donc je trouvais ça déjà un petit peu particulier. Mais du coup, c'est sur moi que ça retombait, ces envois de lettres. Je me souviens qu'une fois, j'ai dû envoyer 1200 enveloppes. 1200 enveloppes. On m'a dit, Eric, regarde, tu vas aller acheter ces enveloppes, tu vas les ouvrir, tu vas mettre dedans nos petites cartes promotionnelles, tu vas les fermer, et puis tu vas faire ça pour 1000 enveloppes. Et j'ai fait ça pendant 2 jours. Pendant 2 jours, tout ce que j'ai fait, c'est mettre des trucs dans une enveloppe, fermer les enveloppes, et ensuite j'ai été tout posté, etc. etc. T'imagines le genre de travail que j'ai fait, voilà, c'était ça. Et ça m'a absolument pas plu, figure-toi. Hein. Je ne me sentais pas du tout stimulé, intéressé par ce que je faisais. Voilà, je sais pas si c'est de ma faute, mais en tout cas, clairement, c'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Je me souviens à ce moment-là, j'ai subi, mais comme pas possible. Je me rappelle encore aux rares soirées où j'allais parfois le vendredi, parce que j'avais pas vraiment du temps dans la semaine. Ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie de faire l'aller-retour jusque là-bas, plus les 9h30, 10h sur place. Tu vois, t'as pas énormément de temps pour faire autre chose, contrairement à ce que j'avais avant. Et quand je me souviens encore de comment je me plaignais à mes amis aux rares soirées que je faisais pendant cette période où je leur disais mais c'est pas possible mec, réjouis-toi pas parce que si tu fais la même chose, sérieux, et la plupart de mes potes mecs, soit ils avaient fait l'armée, soit ça allait leur tomber dessus, je leur ai dit fais gaffe parce que prépare-toi, ça va pas être extrêmement drôle. Bref, tu vois, là en plus je te parle de période, du coup je subissais, je me plaignais, tout ça, toutes ces choses que j'essaie de ne plus faire aujourd'hui, mais alors à l'époque j'étais criblé par ce genre de pensée et de façon de penser. Et c'est justement au milieu de tout cela, au début de décembre, parce que j'ai fait ça entre septembre et mars, en décembre il y a eu 2 déclics. Il y a eu ces 2 déclics. Le premier, c'est qu'après un énième programme bidon que j'avais suivi pour avoir un corps de rêve avec des abdos, et là je te parle de muscu du coup, enfin, finalement, j'ai commencé à remettre en question ce que je faisais, d'où je tirais mon information sur la musculation. Et voilà, j'ai pas tardé à tomber sur la vérité, sur la solution, sur ce qui a effectivement fini par m'apporter les résultats que je cherchais depuis toutes ces années. Ça, c'est ce dont j'ai parlé dans l'épisode 10 principalement. Bref, j'ai trouvé des blogs, j'ai trouvé des chaînes YouTube, j'ai trouvé des podcasts, j'ai trouvé des livres de personnes qui savaient ce qu'elles racontaient et qui allaient enfin pouvoir... je me suis rendu compte de la masse d'informations intéressante, pertinente et efficace qui en fait s'offrait à moi, qui en fait était ouverte à moi depuis longtemps, mais je m'étais jamais vraiment renseigné, j'avais jamais assez remis en question, je m'étais simplement laissé attirer par les plus gros vendeurs de rêves en fait concrètement. Et voilà, ils n'ont pas réussi à me délivrer quelque chose de correct parce que j'ai compris après coup que ce qu'ils vendaient effectivement c'était plus du marketing que des solutions. Et c'est juste après ce premier déclic que le deuxième est arrivé, je me souviens très bien. Alors on était début décembre, il neigeait en ce moment, moi j'habitais assez loin, moi j'ai toujours habité loin de tout, on habitait dans un petit village avec mes parents, bref j'ai eu une moto, de 17 à 25 ans je roulais en moto partout, tout le temps, j'avais l'habitude et j'avais horreur des transports publics qui prenaient nécessairement 3 fois plus de temps que d'aller en moto quelque part, et là vu qu'il neigeait, eh bien je pouvais pas y aller en moto et au service civil, et je déprimais encore plus parce que ça me bouffait encore plus de temps dans mes journées, ça me prenait 1h15 d'y aller, donc ça me prenait 2h30 de faire les trajets, plus les 9h sur place, enfin bref. Ce déclic, par contre, il a tout changé. Devant tout ce que je me suis rendu compte que j'avais à apprendre à ce moment-là et qui m'intéressait, tu vois, à nouveau, on n'était plus en train d'apprendre de l'allemand ou de la physique, là. On était en train d'apprendre à réellement changer son corps, à avoir des muscles, à pouvoir plaire aux meufs et tout ça. Enfin, tu vois, un truc extrêmement intéressant. On ne parle pas, voilà, la grammaire d'allemand, c'est pénible à côté, on est d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi, je pense. Enfin bref, devant tout ça, devant tout ce qui s'est ouvert à moi et la réalisation que le temps que ça me prendrait d'apprendre toutes ces choses et que j'en avais envie de mettre le plus de temps possible, eh bien ces temps morts, c'était du pain béni pour moi. Passer 1h15 dans le train le matin, concrètement, c'est devenu absolument tout ce que je demandais dans mes journées. Et à partir de ce moment, j'ai arrêté de voir ça comme une énorme corvée à subir en 7 mois. Alors là, j'en avais déjà passé 3 ou 4, mais j'ai commencé à voir ça comme une monstrueuse opportunité d'apprendre un maximum de choses et de progresser autant que possible sur moi-même, le tout sponsorisé par mon pays en plus, en quelque sorte. Et donc le matin dans le train, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des livres audio, et vraiment, j'en garde aujourd'hui encore des souvenirs de fou, Je me souviens encore aujourd'hui, je regardais par la fenêtre du train,
et j'écoutais mon livre et j'apprenais des choses et je me disais purée, j'ai trop envie de savoir ce qui va me raconter dans le chapitre d'après, et je voulais que ça s'arrête jamais. C'était un moment dans ma journée, je savais que j'allais apprécier, je savais que quand je me levais le matin, je me réjouissais en fait de vite passer la demi-heure où il faut que je me prépare pour me poser dans le train et marcher jusqu'au train et avoir mes écouteurs dans mes oreilles et m'évader, entre guillemets, mais m'évader dans un monde de connaissances infinies comme ça qui m'intéressait, tu vois, c'était un truc de fou. Pendant le travail, ensuite, ça a beaucoup changé ma relation avec mon travail pendant le service civil. Ça a énormément changé. Je lisais des livres et des articles, tu vois. On me donnait des choses à faire. Évidemment, il y a toujours des choses à faire. C'était Eric, regarde Eric, tu peux faire la comptabilité du mois de novembre, s'il te plaît. Et moi, je faisais un peu la comptabilité. Je la faisais le plus vite possible, en fait. Je la gardais la compta dans un coin, je la faisais le plus vite possible pendant un quart d'heure. Et puis ensuite, pendant un quart d'heure, je lisais un livre. Tu vois, j'avais une toute petite fenêtre de PDF que je mettais dans un coin de mon écran parce que j'avais la directrice dans le même bureau que moi. Donc il fallait évidemment que je surveille qu'elle puisse pas voir mon écran. On était dos à dos, donc si elle se retournait, elle pouvait plus ou moins voir ce que je faisais. Mais du coup, si c'était juste du texte, tu vois, elle pouvait pas vraiment se rendre compte. Donc je mettais ça en tout petit et je lisais mon livre pendant 15-20 minutes. Et ensuite, je me retournais, je lui disais « Ok, j'ai terminé la compta, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et puis elle me disait « Oh, déjà, super. Bon, alors maintenant, tu vas faire ci, ça, ça. » Tu vois, donc au final, j'ai l'impression que tout le monde y gagnait son compte parce que tout le monde y trouvait son compte parce que moi, je faisais le travail qu'on me demandait. Par définition, un civiliste, t'es obligé de l'engager à 100%. Et il y a plein d'associations qui engagent des civilistes alors qu'elles n'ont pas autant de travail que ça à leur donner. Sauf que c'est tellement pas cher que même si le mec il fait rien 2 jours par semaine, eh ben, il est quand même rentable, tu vois. Donc voilà, au final, tout le monde y trouve un petit peu son compte dans cette histoire, je suppose. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je passais mon temps à apprendre des trucs. Je lisais des livres, je lisais des articles pendant le travail. À midi, j'allais m'entraîner et je me souvenais que j'étais super fou. En fait, j'allais le matin et le matin, tout le matin, je me réjouissais, plutôt que de subir, je me réjouissais en fait de pouvoir à midi aller m'entraîner dans une salle qui était juste à côté de là où j'allais. Donc le matin passait vite parce que je lisais des trucs et qu'ensuite j'allais m'entraîner derrière. Et quand je revenais l'après-midi, je continuais d'apprendre des choses autant que je pouvais. Et je me souviens que c'est aussi, je mettais à jour, tu vois, parce que je rentrais de l'entraînement. Donc pendant le travail, je mettais à jour mon calculateur Excel de calories, le fameux, celui que j'ai créé à ce moment-là et que je distribue d'ailleurs depuis que je suis sur YouTube. Je le donne gratuitement, il est accessible à tous. Et c'est celui-là même que j'ai utilisé pour moi pendant de si longues années. Et je mettais aussi à jour mon carnet d'entraînement, tu vois. Je m'étais fait un carnet digital sur Excel dans lequel j'écrivais. Alors aujourd'hui, développé couché, j'ai fait ça. Je mettais tout ça, je regardais, je me voyais progresser. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou. Pour exactement la même situation, c'est-à-dire les mêmes contraintes, tu dois être ici à telle heure et tu veux le faire pendant si longtemps que ça, je suis passé d'une vie terrible à une vie incroyable. Vraiment incroyable, en fait, limite, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Parce que je me suis dit, il me reste 3 mois maintenant. C'est-à-dire que j'ai 3 mois pour en apprendre le maximum là-dessus. Sachant qu'ensuite, je vais sûrement devoir faire d'autres choses dans ma vie. Je vais devoir retourner aux études. Là, j'aurai quand même d'autres trucs à apprendre. Ça sera peut-être plus compliqué de faire ce qui me plaît à côté. En vrai, ça n'a pas été si compliqué que ça. J'ai quand même continué à utiliser ça par la suite. Mais ça, j'en parlerai. Purée, déjà là, ça devient suffisamment long cet épisode. Je vais essayer de pas trop partir dans toutes les directions non plus. Mais voilà, j'ai tiré avec grande joie ces derniers mois de service civil alors que j'étais parti la queue entre les jambes pour y aller les 3 premiers mois. Bref, là où je vais en venir un petit peu avec cette histoire, c'est que, je vais t'en raconter une autre d'ailleurs, un chien qui est attaché à une charrette, il a 2 choix. Soit il se débat tout le long, sachant que la charrette elle avance, tu vois, le chien il est attaché, la charrette elle avance, peu importe, la charrette elle est plus forte que le chien. Soit le chien il se débat tout le long et il arrive au bout du voyage exténué, fatigué, déprimé, soit il marche à côté de la charrette à la même vitesse et il arrive au même endroit, au même moment de toute façon, sauf que ce coup-ci il est tout frais, il est plein de vie et il a même pu en profiter pour regarder le paysage. Tu vois complètement où je veux en venir, j'imagine. Moi, j'étais le chien, J'étais le chien. L'allemand et la physique à l'école, ça a été la charrette. Elles m'ont embarqué, j'avais pas le choix, et je devais suivre la charrette de l'allemand et de la physique. Tout comme dans le service civil. Le service civil, c'était aussi une charrette. Sauf que là, au milieu du voyage de la charrette du service civil, tu vois, j'ai décidé d'arrêter de forcer contre quelque chose que je pouvais pas changer. J'ai décidé de marcher dans la même direction, tout en regardant le paysage, tout en tirant le plus grand parti du processus comme je le pouvais
Au contraire. Et bien sûr, vu où j'en suis aujourd'hui et que je suis très content d'où j'en suis aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne peux pas me permettre de regretter quelque chose. Ce serait complètement contre-productif en plus. Bien sûr, ça c'est une autre histoire. Effectivement, à quoi bon regretter le voyage de la charrette? Tu vois, ça c'est encore autre chose. Mais je ne regrette pas à 18 ans d'avoir été bête et de m'avoir forcé à faire ce service civil et tout ça. Ce service civil, j'ai eu ce déclic que je chérirais honnêtement toute ma vie parce que maintenant, quand je pense à cette période, c'était une période merveilleuse, tu vois. J'ai des sacrées émotions qui reviennent parce que c'était à ce moment-là que j'avais vraiment enfin l'impression de travailler sur moi-même et de comprendre quelque chose et d'avoir l'impression d'aller dans une direction, en fait, tout simplement, plutôt que de passer ma vie à essayer de nager contre le courant. Et ben là, finalement, j'allais là où j'étais obligé d'aller concrètement, mais en plus j'en profitais pour accumuler un maximum de choses qui me serviront lorsque je serai au bout de ces voyages obligatoires. Et cette mentalité, je l'ai gardée, j'ai continué de l'entretenir ensuite par la suite, et même pour pousser le truc encore un petit peu plus loin, quand il y a des choses qui sont obligatoires, pénibles à faire, même ce que j'ai commencé à essayer de m'entraîner à faire ces dernières années, parce que dans ce que je fais là aujourd'hui sur YouTube, il y a beaucoup de choses que j'aime pas faire quand même, hein, clairement, il ne faut pas croire que tout est rose et facile. C'est peut-être même encore pire, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire que j'ai pas envie de faire. Comment j'essaie de voir ces choses, c'est qu'en fait, si vraiment je ne peux rien faire, je suis complètement coincé dans quelque chose et je suis obligé en plus d'y mettre mon attention entière, eh bien j'essaie de voir ça comme un challenge. J'essaie de me dire, ok, cette activité, elle est extrêmement pénible, tu es obligé de la faire, ça va pas être agréable. Eh bien, j'essaie de voir ça comme un exercice, tu vois, un exercice qui me renforce ma capacité à faire des choses comme ça. Parce que plus tu fais de choses extrêmement pénibles, plus tu fais quelque chose, meilleur tu vas devenir à cette chose, tu vois. Plus je fais des choses pénibles et plus je les vois comme un challenge d'essayer de faire en sorte que ces choses pénibles, en fait, eh bien, je devienne meilleur à la pénibilité de ces choses. Et quand tu deviens meilleur à quelque chose, tu apprécies beaucoup plus le faire, tu le fais aussi plus vite, plus efficacement, tu t'en es plus vite débarrassé. Et j'essaye au maximum de me concentrer là-dessus quand je suis obligé de faire certaines choses. Par exemple, répondre à une boîte d'emails de 1200 emails en retard, tu vois, ce genre de choses. Bref, ça c'est propre à chacun, bien sûr. Et là où je veux en venir un petit peu avec tout cela, c'est que je t'encourage, toi qui m'écoutes, à essayer de tirer au mieux parti de ce genre de situation dans ta vie que tu pourrais croiser, que tu le fais peut-être déjà, bien entendu, tu as peut-être eu la même réflexion que moi, peut-être que tu l'as eu bien plus facilement, bien plus rapidement, peut-être que tu ne t'es jamais vraiment rendu compte de ça non plus. C'est ce que j'espère avec ce genre d'épisode, bien sûr, c'est que ça puisse servir à quelqu'un d'autre que moi qui parle devant mon micro tout seul, tu vois. Mais si ton job, typiquement, parce que c'est l'exemple le plus facile, si ton job ou une autre obligation du coup dans ta vie ne te plaît pas, mais que tu es obligé de l'accepter pour l'instant, bien sûr, parce qu'il faut bien avoir un travail, il faut bien vivre, il faut bien manger, qu'est-ce que tu peux faire en parallèle pour travailler sur ta future sortie de cette situation ? Tu sais que tu es dans un voyage, tu sais que tu es dans la charrette, tu peux pas changer sa trajectoire, sa destination. Éventuellement, tu peux t'arrêter à un moment donné. Tu peux descendre de la charrette. Sauf si tu t'arrêtes au milieu du désert, c'est pas une super bonne idée. Par exemple, si tu démissionnes comme ça du jour au lendemain sans aucun plan, c'est probablement pas une bonne idée. Tu vas te retrouver au milieu du désert, tu vas mourir de soif, tu vois. Donc ça, c'est pas une très très bonne idée. Par contre, tu peux très bien, alors, je vais utiliser une image extrêmement, peut-être pas très intéressante, mais j'en ai pas d'autres en tête, tu peux très bien faire des pompes dans la charrette, de façon à ce que lorsque tu descendes au milieu du désert, tu puisses couper des cactus à main nue et puis boire l'eau qu'il y a dedans. Voilà, c'était histoire de faire une image pas trop longue, tu vois, histoire que tu comprennes que pendant le voyage, pendant que tu es dans ton job qui ne te plaît pas, tu peux tout à fait faire en sorte de tirer au mieux parti de tout ce que tu peux. C'est-à-dire, ok, tes journées, il y a 60, 70, 80% de ta journée qui part dans quelque chose qui ne te plaît pas. Eh bien déjà, observe l'intérieur de ton travail, observe comment est-ce que tu peux tirer parti, comme moi j'ai pu le faire avec de la chance, parce que voilà, moi c'était un travail de bureau, évidemment que de lire des livres pendant que tu travailles, tout le monde n'a pas le loisir en fonction du système dans lequel il travaille, de faire ça. On est bien d'accord, si tu as un travail extrêmement physique et manuel, ça sera plus compliqué. Il n'empêche que si même dans le cas de figure où tu ne peux absolument rien faire, ça m'est déjà arrivé évidemment et c'est quelque chose que j'ai essayé je me suis déjà posé cette question lorsque je dois faire des choses où je suis complètement occupé physiquement et évidemment je ne peux pas trop m'occuper autrement, eh bien ça n'empêche que dans ta tête,
tu es toujours libre. Tu es toujours libre de réfléchir. La plupart du temps, quand tu fais un travail extrêmement manuel et contraignant qui ne te plaît pas, eh bien tu es un petit peu désengagé émotionnellement, intellectuellement de ce travail. Rien ne t'empêche de penser à autre chose. Rien ne t'empêche d'élaborer des plans, de continuer à travailler sur ce sur quoi tu travailles en dehors de ton travail, dans ta tête, pendant ton travail. Alors c'est très compliqué, j'ai beaucoup trop utilisé le mot travail. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, travailler sur tes propres projets pendant ton emploi normal ou pendant ces activités pénibles, c'est bien, mais tu peux pas forcément. Et surtout, le plus important, c'est de le faire quand tu sors du travail. On est bien d'accord que si tu veux t'en sortir de ton job qui ne te plaît pas ou d'une situation, si tu veux pouvoir descendre au prochain arrêt dans la charrette, eh bien, il faut travailler jour et nuit, entre guillemets. Alors, je te dis pas qu'il faut travailler non-stop. Ce que je veux dire, et je vais pas aller beaucoup plus loin parce que voilà, t'as pas besoin que je te fasse... Enfin, personne n'a... Qui suis-je pour faire une leçon de morale de toute façon ? Mais en rentrant le soir, si c'est full Netflix pendant 3 heures, voilà, ça a moins d'importance de réfléchir et d'avoir des belles pensées pendant la journée pour s'occuper. On est bien d'accord que tout cela, ça part aussi de trouver quelque chose qui te plaît, trouver des activités qui te donnent envie, trouver ton fitness comme moi, ça a été le mien, tu vois, trouver quelque chose sur lequel tu as envie de progresser, envie de t'améliorer, envie de travailler. Et puis, en parallèle de ça, sur toutes tes obligations pénibles, eh bien, tu fais le minimum, tout simplement. Moi, c'est clairement ce que je te recommande. Tu détestes ton job, eh bien, tu fais ton job au minimum. De toute façon, c'est relativement ce qu'on attend de certains employés qui sont de toute façon, qu'on motive pas. Hein. Certaines entreprises n'essayent même pas de motiver leurs employés, du coup, faut pas s'étonner qu'ils fassent le minimum. Mais voilà, si tu fais tant qu'à faire le minimum, autant faire en sorte de pouvoir descendre le plus rapidement possible de cette charrette. Et en parlant de charrette, j'ai l'impression que celle de cet épisode arrive gentiment à son terminus. Tu vois, si je peux encore capitaliser sur cette image que j'ai créée depuis un petit moment dans cet épisode, eh bien on arrive gentiment au bout. J'ai l'impression d'avoir assez bien profité du voyage lors de cet épisode, parce que tu vois, là j'enregistre un épisode, c'est une obligation hein, concrètement, parce que je me suis forcé, je me suis obligé, je sais que c'est extrêmement important d'être régulier dans mon travail et dans les podcasts, c'est la même chose, à faire un épisode. Tous les jeudis, je dois sortir un épisode, donc... Même si j'en ai pas envie parfois, eh bien, je dois sortir un épisode. Et là, je viens d'enregistrer cet épisode. J'ai profité du processus, on a bien rigolé. Moi, j'ai assez bien rigolé. Ça me rappelle des bons souvenirs de faire ces épisodes. J'espère que toi, tu en tires quelque chose. Clairement, j'arrive au bout de ces conclusions, puis je me dis, bon, est-ce que t'as pas juste parlé de toi-même du début à la fin ? Peut-être, mais bon, je me rassure en me disant que c'est mon podcast et que j'y raconte ce que je veux. Tu vois. Non, enfin bref, j'espère vraiment que ça aura pu te servir. Clairement, aujourd'hui, ça me sert énormément, cette mentalité. À chaque fois, j'essaie de voir ça comme un challenge, comme une opportunité. Ok, ça me plaît pas, mais est-ce que je peux pas penser à autre chose pendant ce temps-là ? Quand j'ai terminé mon service civil encore une autre fois, ce sera l'occasion d'une autre histoire, mais là j'étais très occupé physiquement, je pouvais pas lire des livres, mais j'avais fait d'autres trucs. Je me souviens que j'avais acheté un Rubik's Cube et que j'avais appris à faire le Rubik's Cube parce que dans le cadre de mon travail d'animateur, eh bien je pouvais. Ah, bref, c'est une autre histoire, mais tu vois, j'ai vraiment essayé, j'ai creusé tout ce que je pouvais pendant ces services civils et tout ça pour essayer d'en tirer le plus possible à la sortie. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode aura pu te servir. Il est vachement long, c'est pas possible. Moi qui pense que ça va être plus court, là je pensais quand même que ça allait être plus court. Bon, de toute façon, je suis là. Hein. Si tu es dans le train, tu veux écouter quelque chose, tu veux essayer d'apprendre sur toi parce que tu as l'impression que mes épisodes ils te servent, eh bien fais-toi plaisir. Parce que moi j'écoutais beaucoup de podcasts dans le train. Je me souviens, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Ça fait 8 ans. 8 ans que j'écoute des podcasts et c'est une arme extrêmement puissante, j'ai trouvé. Voilà, je vais m'arrêter là, j'arrête de parler. Je parle beaucoup trop. Merci énormément d'être là, de m'écouter. Je te rappelle que si tu veux me laisser un petit message vocal, une petite question à propos de quoi que ce soit, de ma vie, du fitness, du sport, du développement personnel, du business, de l'entrepreneuriat, de n'importe quoi, ericflac.com/podcast, tu peux m'enregistrer ton petit message, je l'écouterai avec grand plaisir et très certainement que j'y répondrai dans un épisode futur. Sinon, si le podcast te plaît, si un épisode te plaît en particulier, eh bien, tu peux tout simplement le partager avec tes amis. Je sais, c'est un peu bizarre de partager un podcast. Je m'en suis rendu compte. En fait, tout le monde demande « Ouais, partage ma vidéo, partage mon podcast. » Mais quand tu partages un podcast à quelqu'un, le mec va l'écouter et tu vas te ressentir une certaine responsabilité, tu vois. C'est comme quand tu montres une vidéo drôle à un pote.
t'es très vite gêné si en fait c'est pas drôle, tu vois, si le mec il rigole pas. Donc t'as une grosse responsabilité, c'est ton statut qui rentre en compte quand tu partages quelque chose. Donc je comprendrais que tu le fasses pas si vraiment tu te dis que je vais te faire honte derrière. Donc si tu sens que je te ferai honte, ne le partage pas. Par contre, tu peux toujours laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur iTunes, une petite note, un petit 4, 5 étoiles. 5 étoiles c'est mieux, surtout si ça te plaît beaucoup. Ça aide le podcast à se faire bien référencer. Et puis moi ça me fait plaisir, tout simplement. Ça me fait plaisir de lire ces reviews. Voilà, merci encore de m'avoir écouté blablater si longtemps. On se retrouve jeudi prochain, normalement, pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.